Bonjour à tous, bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Anna et Fanny. Et aujourd'hui, on vous propose un nouvel épisode gros plan consacré à Peau d'âne. Peau d'âne, c'est d'abord un film de Jacques Demy, sorti en 1970, adapté du conte de Perrault du même nom, et une pièce de théâtre musicale très récemment montée à Paris au Théâtre Marigny que nous avons vu également. Alors, Fanny, c'est à toi que revient le gros morceau, nous pitcher Peau d'âne. Alors, Peau d'âne, donc le conte de Perrault, c'est donc un conte de fées qu'on raconte aux enfants en dépit d'une histoire qui n'est pas du tout adaptée aux enfants. On peut le dire plus. Peau d'âne raconte donc l'histoire d'un roi et d'une reine, comme souvent dans les contes de fées, qui vivent au tout début très heureux dans un royaume qui a la caractéristique d'être très riche, car ce royaume possède un âne qui a comme particularité de faire du caca en or. Je ne sais pas trop comment formuler ça. C'est ça. Malheureusement, ce royaume est endeuillé lorsque la reine vient à mourir et donc sur son lit de mort, le roi fait à la reine la promesse de ne pas se remarier à moins qu'il trouve une princesse qui soit aussi belle et intelligente. Je suis pas sûre. Ah, non, juste belle, alors aussi belle qu'elle. Je vous dis ce détail car ça a son importance quelques temps plus tard, donc une fois que le roi est sorti de sa période de deuil, on lui réclame qu'il ait à nouveau une épouse. L'embêtant, c'est qu'il a donc fait cette promesse. On lui propose donc les princesses libres des environs, mais il rejette tous les portraits arguant qu'elles sont soit laides, soit borgnes. Mais finalement, une princesse trouve grâce à ses yeux, sauf que celle-ci a la particularité d'être sa fille. Et oui, voilà la bonne idée du siècle, puisqu'il n'a pas trouvé de princesse aussi belle que sa défunte femme, il va donc épouser sa fille, parce qu'elle est très belle. Donc la fille en question, qui est l'héroïne de l'histoire, qui va s'appeler Peau d'âne, on verra par la suite pourquoi, n'est pas très emballée par l'idée, enfin on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'ambiguïté, mais en tout cas elle va demander conseil à sa marraine, la fée des Lilas, pour échapper à cette union qu'elle ne désire pas. Et donc la fée des Lilas a pour idée de demander au roi, enfin de faire demander par Peau d'âne au roi, un certain nombre de demandes qu'elle juge inaccessibles. Alors elle va d'abord lui demander une robe couleur du temps, puis couleur de lune, puis couleur du soleil. Mais à chaque fois, le roi va réussir à prodiguer ces robes magnifiques. Et la dernière demande que fera Peau d'âne, d'où son nom, j'en viens à ce point-là. La dernière demande que fera Peau d'âne, c'est d'avoir la peau de ce fameux âne qui prodigue de l'or. Et le père de Peau d'âne tuera l'âne et lui portera sa peau en gage de son désir de l'épouser. Donc poussé au dernier ressort, Peau d'âne quitte le royaume et va se réfugier dans un royaume voisin où elle devient souillon, comme l'indique le conte, c'est-à-dire une sorte de bonne à tout faire du village. Un jour, le prince donc de ce nouveau royaume passe par hasard et aperçoit Peau d'âne alors qu'elle est dans sa maisonnée et qu'elle porte sa robe. Du coup, le prince, il est charmé et il demande à ce que Peau d'âne lui fasse un gâteau. Elle saisit cette occasion pour discretos glisser dans le gâteau une bague, et c'est cette bague donc que le prince va trouver évidemment en manquant de s'étouffer. C'est grâce à cette bague qu'il va retrouver Peau d'âne, puisqu'il va faire chercher toutes les femmes du royaume, et un peu sur le même modèle que le modèle de Cendrillon, en fait, il va faire essayer la bague aux différentes filles, et retrouvera Peau d'âne, et à la fin, donc il épouse Peau d'âne, et entre-temps, le père de Peau d'âne est revenu de son idée saugrenue, et a plutôt épousé la fée des Lilas, ça paraît plus approprié. Donc voilà, tout se finit bien, ils vécurent heureux et eurent sans doute beaucoup d'enfants, comme dans tous les contes. Voilà pour mon résumé de Peau d'âne. Magnifique résumé. Donc on va d'abord s'intéresser évidemment au film de Jacques Demy de 1970. Donc c'est un gros succès de Demy, gros succès en salle et même le plus gros du réalisateur en France, avec plus de 2 millions de spectateurs. C'est un film qui va sortir pour les fêtes en décembre 70, selon la volonté du réalisateur, et qui du coup profite naturellement de cette période de fête pour réaliser ce bon score dans les salles. Pour replacer le film dans le contexte de la carrière de Jacques Demy, Demy à ce moment-là sort de 2 grands succès que sont Les Parapluies de Cherbourg en 64 et Les Demoiselles de Rochefort en 67. Et en gros, à cette période-là, Hollywood est venu le chercher, puisque ce sont 2 films qui sont relativement bien connus aux États-Unis.
dans l'idée qu'il vienne faire une comédie musicale, sauf que c'est pas du tout ce que Jacques Demy va faire. Il va tourner à Los Angeles Model Shop, qui est une chronique mélancolique de la vie d'une femme. Cette femme, c'est Lola, l'héroïne du premier film de Jacques Demy, qui s'appelait Lola. Ça se déroule à Los Angeles et c'est pas du tout une comédie musicale ultra colorée comme on aurait pu l'imaginer du film suivant de Jacques Demy après Les Demoiselles de Rochefort. En gros, c'est un échec. Le studio américain qui a embauché Jacques Demy est moyennement content. Et Jacques Demy, lui, est moyennement convaincu de son expérience avec les studios américains. Du coup, il décide de rentrer en France. Et j'en profite pour signaler que le film Peau d'âne est justement un des films de Demy, enfin en tout cas un film musical de Demy, peu connu par les chercheurs anglophones, enfin américains comme anglais, qui travaillent sur la comédie musicale. Enfin, en ayant récemment parlé à des chercheurs américains anglais de Peau d'âne, j'ai été étonnée de constater que ce film n'était pas du tout aussi connu que Les Demoiselles et Les Parapluies, et même que plus généralement, d'ailleurs, le conte de Peau d'âne n'est apparemment pas très connu de nos amis anglo-saxons. Sur l'idée, en fait, du film originel, donc Demy est lui-même très fan de contes de fées. Dès le début de sa carrière, il a voulu adapter La Belle au bois dormant, mais finalement, il a choisi Peau d'âne pour sa bizarrerie, sa complexité, on va en parler plus avant. Et même dès 1962, il a envisagé de tourner une version de Peau d'âne, à l'époque avec Brigitte Bardot et Anthony Perkins. Et ça a failli se faire, mais il a dû attendre encore 8 ans d'être en fait plus reconnu pour pouvoir tourner ce film. Parce qu'à l'époque, finalement, il y avait que Disney qui s'était presque fait un monopole de l'adaptation musicale des contes de fées. On pense bien sûr à Blanche-Neige, le premier long métrage de Disney, mais aussi à Cendrillon, La Belle au bois dormant. Et le premier plan de Peau d'âne est justement un livre qui s'ouvre exactement comme dans les classiques Disney. À Broadway également, on a vu des comédies musicales qui étaient des adaptations de contes de fées, comme le Cinderella de Rodgers et Hammerstein en 57 avec Julie Andrews, ou encore en 59 Once Upon a Mattress, une adaptation de La Princesse au petit pois de Andersen. Alors lui, dans Peau d'âne, Demy, il va traiter le conte au sérieux. Il va choisir un conte qui a une certaine noirceur. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait en fait l'année d'après, en adaptant le conte Le joueur de flûte de Hamelin, des frères Green, un film qu'il a tourné en anglais avec le chanteur folk Donovan dans le rôle principal, mais qui est beaucoup plus méconnu que Peau d'âne, mais un très beau film. Qui est aussi un film musical. Tout à fait, ouais. Et il a même plus tard eu pour projet de tourner une version moderne de Cendrillon sur patin à roulettes. Alors là, j'aurais aimé voir ça, je crois que ça devait s'appeler Skaterella ou quelque chose comme ça. Donc il avait des idées originales, on peut le dire. Il a failli faire ça aux États-Unis. Je crois qu'à un moment, Francis Ford Coppola a été intéressé pour le produire. Mais bon, ça ne s'est jamais fait, comme quoi il y a des rêves de cinéastes ça rend curieux quand même. Donc ce film Peau d'âne, il a été produit par Mag Baudard, qui est une grande productrice de l'époque de la Nouvelle Vague, et qui avait notamment produit Les Parapluies de Cherbourg. En coproduction, on a la Paramount, et notamment sa filiale française Marianne Film, donc qui garde un petit lien avec les studios américains. Alors Anna, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du casting de Peau d'âne ? Alors, dans le rôle de la princesse et du prince, Jacques Demy choisit de reprendre en fait Catherine Deneuve et Jacques Perrin, qui était le couple phare des Demoiselles de Rochefort. Jacques Perrin, dans ce film, a perdu son blond peroxydé des Demoiselles de Rochefort, ce qui, de mon côté, est un petit regret. Je le préfère en blond, j'avoue. Et côté Catherine Deneuve, c'est déjà son 3e film avec Jacques Demy, et elle en tournera en tout 4. Dans le rôle du roi, le père incestueux, on a Jean Marais. Jean Marais, c'est un grand acteur français et qui évoque forcément par sa prestation une autre adaptation de conte célèbre dans le cinéma français, qui est celle de La Belle et la Bête par Jean Cocteau en 1946, un des grands classiques du cinéma français. Jean Marais a été le compagnon et la muse de Jean Cocteau, et Jacques Demy était un très grand admirateur de Cocteau. En 1957, il avait adapté en court-métrage l'une des pièces de Cocteau. Autre rôle marquant, on a Delphine Seyrig dans le rôle de la Fée des Lilas. C'était une actrice déjà assez emblématique du cinéma d'auteur européen, et notamment de la Nouvelle Vague. C'était aussi, et peut-être surtout, une grande actrice de théâtre. Et c'est une époque où elle cherche un peu à casser son image. La participation et la performance de Delphine Seyrig dans le film ont été très remarquées à l'époque, dans la presse, etc. À noter que tous les comédiens sont doublés pour le chant, ce qui est systématiquement le cas chez Jacques Demy. La seule personne qui a jamais pu chanter avec sa propre voix chez Jacques Demy, c'était Daniel Darieux dans Les Demoiselles de Rochefort et dans Une chambre en ville. Et alors, si jamais vous cherchez à entendre les voix des comédiens acteurs, vous pouvez, à l'exposition de la Philharmonie sur la comédie musicale, écouter la version de la chanson de La Fée des Lilas, chantée par Delphine Seyrig, puisqu'il y a eu des versions, malgré tout, enregistrées par les acteurs, mais qui n'ont finalement pas été utilisées. Et d'ailleurs, la version de Delphine Seyrig est très bien. Et très bien, tout à fait.
Alors justement, ça nous permet une transition avec la musique, parce qu'évidemment, le grand collaborateur de Jacques Demy durant quasiment toute sa carrière, c'est bien évidemment le compositeur Michel Legrand. Ici, comme souvent, il a un style qui va mêler le jazz, la pop, et pour avoir ce style un peu conte de fées, il va aussi ramener des inspirations baroques, etc., pour donner vie à un monde merveilleux. Donc je cite Michel Legrand, il dit « La convergence de toutes ces influences, les partis pris visuels et musicaux, aboutit à un temps imaginaire, à un entre-deux temporel. » Et sur la question des chansons en particulier, il dit aussi « D'emblée, je donne à Podane une espèce de symétrie, en l'encadrant par 2 grandes fugues, l'une en ouverture, l'autre en clôture. » Et vous aurez peut-être reconnu, donc, je cite, « La première sur le motif de la recherche de l'amour, donc la chanson « Amour, amour », la seconde sur celui de l'amour trouvé, « Rêve secret », donc ça c'est la chanson du rêve le rêve commun que font Podane et son prince vers la fin du film. Alors, il s'agit en effet de chansons assez mémorables sur l'ensemble du film. Je pense en particulier donc, à la chanson de La Fée des Lilas, lors de laquelle elle explique qu'on n'épouse pas ses parents, ou encore de la recette du cake d'amour, donc peut-être la chanson la plus entêtante de Podane, ou encore ce fameux duo des amants dans lequel ils indiquent qu'ils feront tout ce qui est interdit. Petite anecdote sur le cake d'amour. Podane est un film d'enfance pour moi, avec mon frère on l'a regardé des milliers de fois, et une fois on a dit tiens, si on faisait la recette, si on reproduisait la recette. Donc on a bien écouté la chanson, je me souviens, on a noté sur une feuille les paroles, et on a fait ce gâteau qui est une sorte de 4/4, assez banal, mais bon, relativement bon. Il y a des proportions suffisamment précises pour être refaite à la maison, comme on dit. Ouais, elle dit il y a 4 frais, un bol entier de lait. Oui, c'est vrai que on y arrive. On peut s'en sortir. Ah, t'aurais dû me faire un cake d'amour pour qu'on enregistre l'émission. C'est vrai, on pourra le faire à l'occasion. Alors pour parler un petit peu du style de ce film, d'un style qu'il faut dire très particulier, on peut d'abord remarquer l'utilisation très criarde de la couleur, donc là qui est directement liée à l'amour que Demy porte à la comédie musicale hollywoodienne en Technicolor. On peut penser à un autre grand conte comme celui du Magicien d'Oz. Et Demy déclare ainsi, donc là c'est extrait de Il était une fois Podane, un livre écrit par Rosalie Varda-Demy et Emmanuel Pierrat. Ma vision de l'Amérique est celle d'un monde criard, baroque, où la notion de goût, ce bon goût français qui nous a été inoculé comme un vaccin, n'existe pas. Le mauvais goût américain m'a transporté, je l'ai adoré. C'est marrant parce que cette question du mauvais goût, et notamment du mauvais goût des couleurs, c'est vraiment quelque chose qui était très fort chez la critique française quand les films musicaux hollywoodiens classiques sont sortis. Oui. Et Demy, qui était alors en âge de lire les critiques, a dû être aussi influencé par cette idée de les comprendre comme étant du mauvais goût. Oui, et il a toujours revendiqué ce mauvais goût. Revendiqué ça et voulu reproduire ça. Les parapluies de Cherbourg, évidemment, les couleurs aussi sont incroyables, et les Demoiselles de Rochefort aussi d'ailleurs. Ça a toujours fait partie de son style. Autre particularité du style de Podane, c'est les anachronismes en fait. Si tant est qu'on puisse dire anachronisme, puisqu'en fait le film ne se passe pas vraiment à une période déterminée, mais en tout cas il a des inspirations on va dire de XVIe siècle, etc. Mais on a des accessoires qui sortent un peu de la logique du film, donc un téléphone, un hélicoptère à la fin, moment assez magique où le roi et la Fée des Lilas arrivent au mariage de Podane en hélicoptère. Il y a aussi un passage que j'aime beaucoup avec le personnage de Jean Marais qui lit des poètes des temps futurs. Je crois qu'il lit Baudelaire. Et il lit aussi Cocteau, donc là, Demy s'amuse à faire jouer à Jean Marais un poème écrit par Cocteau. Toute cette dimension-là des anachronismes est amenée par la Fée des Lilas, puisque le roi dit que c'est la Fée des Lilas qui lui a offert le livre de poèmes des temps futurs. Et ça m'a fait penser, je sais pas si c'est une influence de Demy, mais je sais que Demy aimait beaucoup Disney, donc c'est possible. À Merlin l'Enchanteur, en fait, donc film de 63, dont on a déjà un peu parlé dans un autre épisode, où ce magicien qui est un peu le mentor du héros ramène des objets du futur, en fait, et connaît des choses du futur, donc je trouvais amusant comme parallèle. Ensuite, autre particularité du film, c'est la richesse incroyable des décors et des costumes. Ils sont extrêmement ambitieux et d'ailleurs les décors ont occasionné des dépassements de budget. Et le décorateur Bernard Evin a quitté le projet en fait quand on lui a annoncé que le budget serait 2 fois moindre que ce qu'il espérait. Je trouve personnellement que ça se voit pas trop et que le film fait pas du tout cheap quoi. Non, je pense qu'on peut quand même difficilement dire ça. Voilà. Des costumes d'ailleurs, la robe
et la Podane, on peut les voir à l'exposition de la Philharmonie, mais aussi, je crois, de façon permanente dans les collections de la Cinémathèque française. Oui, parce que moi je l'avais vu à l'expo Jacques Demy de la Cinémathèque. Et je crois qu'ils les ont récupérés après, donc si vous êtes de passage à Paris, vous pouvez aller jeter un œil sur quelques-uns des costumes de ce film, au moins à la Cinémathèque, une fois que l'exposition de la Philharmonie sera terminée. Alors, donc avec ces décors, c'est vrai qu'on est immédiatement transposé dans un monde autant merveilleux qu'étrange. Alors déjà, quand on arrive dans le royaume du père au début du film, on a une très forte dominante bleue, avec certains serviteurs qui ont même la peau peinte en bleu, et c'est absolument pas du tout une incongruité qui sera adressée à quelconque moment du film. Il faut juste admettre que dans ce royaume, apparemment, certaines personnes ont un teint schtroumpf. Il y a beaucoup de choses assez marquantes et incongrues lorsqu'on prend la peine en fait de s'y attarder, comme ce trône du roi en forme de chat géant, enfin plutôt en peluche de chat géant, assez étonnant. Et après, en fait, lorsqu'on entre dans le deuxième royaume, le royaume du prince, on est cette fois plutôt clairement dans une dominante rouge, avec des chevaux peints en rouge. Donc là, peut-être on retrouve aussi les chevaux colorés du magicien d'Oz, hein, le fameux cheval qui change de couleur à l'arrivée du pays d'Oz. Peut-être est-ce une allusion. C'est possible, c'est possible. Il y a d'ailleurs une autre chose qui m'a fait penser au magicien d'Oz, c'est au moment où Podane se regarde dans le miroir et qu'elle voit ce qui se passe au royaume avec donc son père qui est en train de la chercher. Et ben ça m'a fait penser au moment du magicien d'Oz, lorsque la méchante sorcière de l'Ouest montre à Dorothy dans sa boule de cristal combien sa tante aime se morfond de son absence et ce qui se passe au Kansas tandis qu'elle est au pays d'Oz. Alors je sais pas si c'est un cliché, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve, tu disais Anna, aussi dans La Belle et la Bête. La Belle et la Bête de Disney de 92, où effectivement Belle voit ce qui se passe au village avec son père en regardant son miroir magique. Alors est-ce que les créateurs de Disney ont vu Podane ? Mais alors par rapport à Disney et Podane, j'ai lu que à une époque Disney a contacté, c'était au début des années 90, donc Jacques Demy venait de mourir, a contacté ses héritiers pour éventuellement faire une version dessin animé de Podane, mais ça me paraît quand même assez étrange parce que Podane c'est quand même une histoire assez particulière, donc je sais pas si ça aurait convenu à Disney. D'ailleurs le projet est assez vite tombé à l'eau. Sur cette question des décors, je voulais signaler l'existence d'un documentaire qui s'appelle Podam, qui est sorti en avril 2018, en fait sur des archéologues qui ont exhumé les vestiges du tournage de Podane, donc notamment les décors de forêt, là où il y avait le décor de la cabane de Podane, et de clairière, où la fée des lilas chante sa célèbre chanson. Donc on voit les héros du film retourner sur le lieu de tournage, trouver des fragments dans la terre, etc., parcourir des archives, c'est très intéressant. Ça prouve aussi que le souci écologique n'était pas très présent à l'époque, parce que vraiment, ils ont apparemment... ils ont rien nettoyé en partant, l'équipe du film. Hein. C'est incroyable, parce qu'ils retrouvent vraiment des choses, des accessoires, des paillettes... Mais en retournant quand récemment. Très récemment. Ah ouais. Ah, c'est fou. C'est vraiment 40 ans après, voire plus, qu'ils sont retournés et qu'il y avait encore des choses sur le sol de la forêt. Ils sont allés un peu en profondeur dans la terre, mais c'est étonnant. Hein. À voir, un film assez intéressant. Parmi les lieux de tournage du film, vous aurez sans doute reconnu le château de Chambord qu'on voit particulièrement bien au début du film, avec un plan large. Un des grands monuments historiques français. Jacques Demy qui œuvre aussi pour le patrimoine français. Alors, il y a un certain nombre de thématiques qui sont abordées dans ce film. Tout d'abord, peut-être ce qu'on pourrait appeler une alliance contre-intuitive, peut-être, entre la féerie et la noirceur. C'est quelque chose qui est en fait très fréquent chez Demy. Cet abord très pop, très coloré, qui va se doubler au fur et à mesure d'une certaine noirceur. Ça marche pour tous ces films. Peut-être un peu moins pour Les Demoiselles de Rochefort, même si il y a des choses quand même, par exemple dans Les Demoiselles de Rochefort, l'histoire du serial killer, enfin des trucs un peu noirs, derrière une apparente légèreté. Voilà, exactement. Ici, évidemment, la noirceur vient par la violence de l'inceste, enfin la question de l'inceste. Aussi le côté sale, la sauvagerie un peu qui est amenée par cette peau d'âne, qui est quand même un vêtement un peu bizarre, enfin c'est quand même particulier. Et puis aussi la pauvreté, la violence, le rejet que va subir Podane quand elle arrive dans le village du royaume du prince, qu'on entend notamment dans la chanson Les Insultes, où les habitants du village vont l'insulter de diverses manières parce qu'ils la trouvent sale, etc. D'ailleurs, dans cette chanson, on entend les voix de Demy et de Legrand. Et apparemment, on y voit aussi Coluche. Tout à fait. Une des premières apparitions cinématographiques de Coluche est dans ce film, où il joue justement un des habitants du village qui insulte Podane. Voilà. À propos de ce mélange de merveilleux et de choses un peu plus sordides, voici ce que Jacques Demy raconte.
Je voulais avoir d'un côté le sujet enfantin, merveilleux, qui plairait aux gosses, et la vision adulte d'un récit complètement pervers devant lequel le public se mettra ou non des œillères selon son degré de puritanisme. Le scénario est truffé de pièges. C'est l'histoire d'une libération. Au début du voyage, il y a les fantasmes, puis le passage dans l'autre monde provoque une série de déblocages avec la scène du rêve, puis celle de l'essayage de l'anneau. Sujet particulièrement noir que tu as déjà mentionné, Anna, c'est celui de l'inceste. Il me semble que c'est pas la première fois qu'on voit ça chez Demy. C'est un sujet qui revient plusieurs fois, de manière plus ou moins discrète, tout au long de l'œuvre, et qui va être concrétisé à la fin, donc là, spoiler alerte, dans le dernier film de Jacques Demy en 1988 qui s'appelle 3 places pour le 26 avec Yves Montand. L'inceste est consommé. Yves Montand couche avec sa fille sans savoir que c'est sa fille. Ça travaille toujours un peu l'œuvre de Jacques Demy. Autre thématique évoquée par l'œuvre et par le cinéma de Jacques Demy souvent, c'est l'émancipation du personnage féminin, qui au début est passive, à la merci d'un père tyrannique en fait, et qui va au fur et à mesure du film prendre son indépendance. Elle va habiter toute seule, certes dans une cabane complètement sordide, mais quand même. Et puis même prendre les choses en main. Lorsqu'elle met la bague dans le gâteau, elle fait preuve quand même de beaucoup d'astuces, j'y aurais pas pensé personnellement. C'est subterfuge pour me faire remarquer du prince, donc très bonne idée. Autre chose amusante sur les thématiques du film, c'est le fameux « Nous ferons ce qui est interdit », donc dans la chanson du prince et de la princesse, qui est très d'époque en fait. On est en 70, c'est la période hippie, la libération sexuelle, donc dans la chanson évidemment les allusions au sexe sont un petit peu cachées, moyennement cachées on va dire, voilà, le fait de fumer la pipe en cachette, etc., se gaver, et puis à l'image, il se roule dans l'herbe, etc. Dans le cadre d'un film pour enfants, il ne pouvait pas faire beaucoup plus pour figurer une éventuelle relation sexuelle entre les personnages. Et en plus, je suis assez d'accord que le moment où il se roule dans l'herbe, ça évoque quand même assez fortement la drogue, ou en tout cas le fait d'avoir pris de la drogue. Et aussi la drogue, bien sûr, c'est clairement aussi une des allusions. On se demande forcément ce qu'ils ont pris avant de tourner de telles images. C'est évidemment une allusion, et c'est dans la continuité de cette idée que, voilà, il parle de cette période hippie où ça circulait beaucoup. Demy et Varda connaissaient très très bien la contre-culture américaine, ils ont vécu aux États-Unis, donc Agnès Varda, la compagne de Jacques Demy. Donc comme je l'ai dit, quand Demy est allé tourner son film, Varda est venue aussi, elle a aussi tourné là-bas. Et il connaissait des gens, notamment Jim Morrison, donc le chanteur des Doors, qui est venu sur le tournage de Peau d'âne, le tournage de la dernière scène du mariage. Et on voit les images de Jim Morrison sur le tournage dans le documentaire d'Agnès Varda, L'univers de Jacques Demy. Vraiment à voir, on peut le trouver sur internet. Et alors il y a un prisme qui est particulièrement fécond pour lire ou relire le cinéma de Jacques Demy, c'est celui du queer. Tout à fait. Alors, c'est notamment dans le livre de Anne Dugan, Enchantement désenchanté, les contes queer de Jacques Demy, que j'ai pu trouver les interprétations les plus intéressantes autour de cette question. Donc dans ce livre, la chercheuse a une double approche, et elle veut lire le cinéma de Demy en termes féeriques et queer. Je cite, « Le cinéma de Demy s'inscrit ainsi dans toute une histoire du conte, qui le valorise et en fait un genre légitime et adulte, doté de potentiel subversif, sinon révolutionnaire. » Elle va particulièrement étudier le caractère queer du cinéma de Demy, qui selon elle le distingue des autres cinéastes de la nouvelle vague, qui sont ses contemporains, qui effectivement font un cinéma qu'on pourrait qualifier de très hétérosexuel. C'est pas du tout un reproche, j'adore Truffaut et Godard, mais c'est de fait. C'est ici qu'on peut rappeler que Jacques Demy était bisexuel et que, même s'il en a pas beaucoup parlé, ça traverse quand même son œuvre. Et alors sur Peau d'âne, Dugan parle spécifiquement du camp. Et alors le camp, c'est une notion qu'on a déjà employée. Oui, tout à fait, mais qu'on n'a pas explicité. Mais qu'on n'a pas forcément déjà défini, donc on s'était dit que c'était l'occasion de parler du camp. Le camp, finalement, c'est assez difficile à définir, déjà. C'est compliqué à exprimer parce que, déjà, c'est à la fois une sensibilité et une esthétique, et c'est quelque chose qui est avant tout associé à la subculture gay masculine. C'est un terme qui apparaît au début du siècle, enfin au début du XXe siècle, en 1909. Et le camp, au début, ça va désigner un comportement ostentatoire, exagéré, affecté et théâtral, parce que tout simplement, ça vient du mot français « camper ». On dit « camper », par exemple, un personnage, un rôle. Ce sens va s'infléchir dès le début des années 30 pour plus spécifiquement qualifier un comportement visiblement efféminé chez un homme homosexuel, et donc va, à partir des années 30, commencer à désigner la culture homosexuelle. C'est donc un terme qui sera très en vogue
dans la culture homosexuelle, puis un peu plus généralement à partir des années 60, c'est un terme qui commence à se diffuser au moment où la contre-culture homosexuelle apparaît véritablement. Et c'est la philosophe Susan Sontag qui va pour la première fois parler du camp dans un essai qui s'appelle Notes on Camp, vous pouvez le trouver sur internet. Et en fait, dans ce texte, Sontag va définir tous les éléments qui peuvent être considérés comme camp. Elle va noter un peu les éléments clés de cette sensibilité esthétique, elle va parler de l'amour, de ce qui n'est pas naturel, de ce qui choque, elle va parler du culte de l'artifice et de l'exagération. Elle va énumérer une série d'objets, toujours d'objets, d'œuvres et de personnes qui peuvent apparaître comme camp, pour toujours insister sur la difficulté d'une définition. Et en fait, la première définition du camp, vraiment, qui va advenir, c'est une définition de 75, donc 15 ans après le texte de Sontag, c'est Jack Babucio qui va identifier les 4 éléments clés du camp: l'ironie, l'esthétisme, la théâtralité et l'humour. Le camp va alors désigner tout ce qui est incongru, outré, et ce qui surtout va exposer son caractère artificiel. Et là où le camp rejoint la culture homosexuelle, c'est que en se focalisant sur les apparences extérieures des rôles, le camp va sous-entendre que tous ces rôles sont artificiels, puisqu'on voit que ce sont des rôles. Et le concept de camp va donc être étroitement lié à la condition des homosexuels, puisque ceux-ci font toujours l'expérience de l'artificialité des rôles, en particulier des rôles de genre. Le camp, en somme, c'est mettre en exergue l'artificialité des rôles sociaux et en particulier des rôles de genre. Voilà, on est sur cette idée de théâtralité, excès, outrance, et c'est à ces signaux qu'on peut rejoindre le camp. Et donc c'est à partir de cette définition de Babucio, si j'ai bien compris, que Dugan va développer sa thèse sur les contes de Jacques Demy et sur Podane en particulier. Elle repère 3 éléments, justement, en suivant Babucio, qui peuvent caractériser le cinéma de Jacques Demy comme camp. C'est 1, la subversion de la sexualité hétéronormative, 2, l'incongruité esthétique, et 3, la théâtralité ou la représentation spectaculaire de soi. Donc pour le premier point, la subversion de la sexualité hétéronormative, elle dit « L'inceste fonctionne, fût de manière problématique, on peut lui reconnaître que c'est problématique, comme une représentation des sexualités queer. » En même temps, c'est ambigu parce que le parcours du film, c'est quand même que la princesse va échapper à cette figure masculine toute puissante, cette figure patriarcale, pour retrouver certes une relation hétérosexuelle, mais en tout cas un peu plus égalitaire. Mais d'un côté, d'autres indices disent le contraire, et c'est ce que Dugan choisit de mettre en avant. Elle dit que la princesse, à un moment, n'est plus autant contre l'idée d'épouser son père que ça. Oui, particulièrement au moment où elle reçoit la 2e robe, la robe couleur de lune. Elle a tout un moment où elle dit elle a fait du lilas. C'est vrai que finalement, je l'aime beaucoup, mon père. Donc on a vraiment un jeu sur cette ambiguïté du mot aimer, où s'arrête l'amour. On a presque tendance parfois à se laisser emporter par cet enthousiasme, en disant oui, finalement, il est très gentil ce papa. il la couvre de cadeaux, que demander de plus. Aussi, ensuite, il y a le fait qu'on peut comprendre à la fin que l'interdit posé par la fée des Lilas, donc qui dit on ne peut pas épouser son père, l'était aussi, et peut-être surtout, parce qu'elle voulait elle-même épouser le roi. C'est ça qui arrive à la fin. Donc c'était un peu une hypocrisie de la part de la fée des Lilas de condamner comme ça l'inceste. Dès le début, il y a un peu une allusion à ça, parce que Podane, elle lui demande « Mais pourquoi est-ce que vous en voulez à mon père comme ça ?» On sent qu'il y a un passif entre la fée des Lilas et le roi, qu'ils ont peut-être eu une petite histoire, que c'est pas très bien terminé, et tout ça. Et Dugan dit aussi qu'à la fin, lorsque la fée des Lilas dit à Podane « Tout va bien, j'épouse votre père », que Podane a l'air déçu. Alors moi, j'avoue que je garde mon interprétation d'enfant, et je ne l'avais pas interprété comme ça, mais c'est vrai qu'on peut interpréter le regard un peu mi-figue mi-raisin de Podane sur peut-être finalement, elle aurait bien aimé se taper son père, bon, je ne sais pas. Pour reprendre cette histoire de définition du camp, donc la deuxième proposition, c'était l'incongruité esthétique. Là, je pense qu'on en a déjà parlé de manière abondante. Le troisième point, c'était la théâtralité, ou la représentation spectaculaire de soi. Alors ici, j'ai eu que Deneuve raconte que Jacques Demy, en fait, demandait aux comédiens de tout surjouer. Typiquement, c'est quelque chose qui fait penser au camp.
Et les personnages aussi, dans la caractérisation, sont souvent dans la représentation. La fée des lilas qui est très coquette. On a le moment où Podane, avec son miroir, lorsque le prince la regarde par la fenêtre de la cabane, elle joue avec son image, etc. Encore pour citer Anne Dugan, Demy donne une version camp de ce classique du conte, en faisant ressortir les éléments potentiellement subversifs présents dans la version antérieure de ce récit, et en y introduisant des caractéristiques de l'esthétisme gay, le cinéma de Jean Cocteau étant pour lui une source particulière d'inspiration. Évidemment, Jean Cocteau étant lui-même homosexuel et... Enfin, l'esthétisme gay du cinéma de Jean Cocteau est une... On va pas en parler ici, mais c'est évident. Et elle dit, un peu plus loin, que Jean Marais interprète le roi incestueux, ajoute encore à la complexité du sens de l'inceste dans ce film. Donc, encore une fois, Jean Marais, acteur homosexuel, qui ramène le queer dans le conte, comme il le ramenait déjà dans La Belle et la Bête de Cocteau. Et Jean Marais, il va jouer une seconde fois chez Jacques Demy. C'est dans le film Parking, en 85, qui est une adaptation du mythe d'Orphée. Une adaptation assez ratée, il faut le dire. Mais en tout cas, Jean Marais y incarnait le dieu Hadès, qui était, comme on le sait, si on connaît bien la mythologie grecque, marié à sa nièce. Donc encore une histoire d'inceste. Sur le rapport avec Cocteau, je trouve que lorsque Podane quitte le château de son père, que sa course est filmée au ralenti, ça m'a fait penser à la course de la Belle, dans le couloir du château, justement dans La Belle et la Bête de Cocteau. Je me permets de mentionner que ce type de ralenti, donc en plus ici un peu flou, dans la forêt, c'est un exemple assez clair de théâtralité voulue. Et que c'est pour ça que c'est camp, c'est que c'est tellement exagéré qu'on comprend que c'est, si vous voulez, du second degré. Par opposition à certains autres films qui sont simplement ridicules. Si vous avez écouté notre épisode bilan 2018, vous savez à quel autre film je pense. Et pour rester sur cette comparaison avec La Belle et la Bête, en fait, Podane inverse presque La Belle et la Bête parce que c'est la princesse qui devient presque littéralement une bête en revêtant la peau de l'animal. Et à l'inverse, c'est le prince, c'est lui qui s'aventure dans un lieu inconnu quand il va dans la forêt et qui rencontre une rose comme le père de Belle dans le conte. Et ça nous permet presque naturellement de faire une transition avec le rapport de Jacques Demy à Disney. Et notamment, Dugan parle de la scène de préparation du gâteau. Elle dit qu'il est possible d'y voir une parodie, ou une version camp donc, de la scène du rangement dans le Blanche-Neige de Disney. Donc pour rappeler ce que c'est, la scène du rangement dans le Blanche-Neige de Disney, c'est la fameuse chanson « Siffler en travaillant », où Blanche-Neige nettoie la maison des nains en leur absence, avec tous les animaux. Donc c'est à l'origine d'un cliché qui est un peu récurrent dans plusieurs films de Disney, l'idée d'une chanson chantée pendant une tâche ménagère, en gros. Donc là, c'est vrai que c'est ça qui se passe. Et donc ici, dans la préparation du cake d'amour, l'héroïne, donc, elle a deux incarnations qui se répondent l'une à l'autre de manière assez étrange. L'une dans sa peau de bête, et l'autre dans sa robe dorée. Donc en fait, aucun de ces deux costumes n'est très pratique pour faire la cuisine, si je peux me permettre. Donc c'est là qu'on voit que c'est too much, quoi. Ouais, c'est comme courir dans la forêt, c'est pas idéal en robe à crinoline. Mais... c'est ça. Voilà, de manière générale, y a des références à Disney dans Podane, hein, donc on a déjà parlé du fameux livre qui s'ouvre au début du film. Moi j'ai pensé, lorsque la reine meurt au début, elle est mise dans un cercueil de verre, un peu comme Blanche-Neige. Oui, alors ici on a aussi une connotation assez forte, je trouve, une vision du futur des années 70 avec toutes ces formes très rondes. Oui, elle est dans une bulle en fait, ouais. Donc ça évoque presque une forme de science-fiction, ouais. Enfin... mais oui, je pense que le futurisme est aussi une des influences de Podane, c'est clair. Alors maintenant que nous avons parlé de manière non exhaustive, mais néanmoins déjà détaillée du film, nous allons parler de la pièce Podane de 2018. Alors, il s'agit donc ici d'une adaptation d'un film pour la scène, hein, c'est une création originale à partir du film, c'est la première fois que le film est adapté sur scène, à la manière dont ça avait été fait par exemple pour Un Américain à Paris, il y a quelques années au Châtelet, hein, c'était vraiment, on partait d'un film pour faire une pièce. C'est donc un spectacle qui se joue depuis novembre 2018, et donc le spectacle qui a été le spectacle de réouverture du Théâtre Marigny, réouverture à l'occasion de laquelle Jean-Luc Choplin, anciennement directeur du Théâtre du Châtelet, prend la direction du Théâtre Marigny. D'ailleurs, Jean-Luc Choplin avait monté en 2014 les Parapluies de Cherbourg au Théâtre du Châtelet avec déjà Marie Aubert qui ici joue le rôle de Podane.
qui jouait déjà le rôle principal dans Les Parapluies de Cherbourg. C'était donc un spectacle très familial et évidemment bien calibré pour les fêtes de fin d'année 2018. Alors, c'est une adaptation que j'ai trouvée extrêmement proche du film, en fait, au mot et à la scène près. En tant que personne connaissant le film par cœur, ça m'a vraiment frappé à quel point c'était très proche. Ce qu'on m'a dit, mais ce sont des oui-dire, c'est que les ayants droit, en gros Agnès Varda et peut-être ses enfants, ont insisté pour que ça ne s'éloigne pas trop du film, donc peut-être qu'il y avait aussi un empêchement de ce côté-là de la part des créateurs de la pièce, ce qui pourrait expliquer. Qui peut être aussi une vraie volonté de jouer sur le plaisir du spectateur qui reconnaît vraiment le film. Enfin, moi, je connais beaucoup moins le film que toi, mais en tout cas, j'ai vu 2 fois le spectacle, et les 2 fois, j'ai été frappée par combien les gens autour de moi ont tous dit ça. Enfin, à l'entracte, tout le monde dit « Ah, c'est exactement comme le film ». Et les gens derrière, les gens devant, enfin, tous les gens qui connaissent le film remarquent à quel point c'est proche. Y a quand même quelques ajouts assez sympas, comme la trottinette et les patins à roulettes, non, de la Fée des Lilas. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc c'est vrai que la Fée des Lilas, c'est un des aspects assez original de la version scénique. Donc elle est jouée par Emma Kate Nelson, qui est une comédienne britannique qu'on a vue au Châtelet ces dernières années, notamment dans Singing in the Rain, où elle jouait Lina Lamont, et aussi dans 42nd Street. Alors Jean-Luc Choplin avait dit qu'il avait choisi une Fée des Lilas anglaise parce que, je cite, elle a de la classe. Et que comme ça, d'ailleurs, elle était forcée d'articuler le mérite attention du début de la chanson. Effectivement. C'est une étrangère. Sur l'interprétation, moi j'avais un petit regret sur le roi en fait. Je pense que c'est évidemment la direction d'acteur qui fait faire ça aux comédiens. Je trouve qu'il en fait trop, que c'est très caricatural, qu'il surjoue le côté creepy, sans doute dans une volonté humoristique. D'ailleurs ça fait rire les gens, ce côté vraiment très bizarre du roi. Mais je trouve qu'on perd la subtilité qu'avait Jean Marais, qui est un acteur extrêmement théâtral, hein, c'est pas du tout la question, c'est pas du naturalisme le jeu de Jean Marais, mais il était théâtral dans le bon sens du terme parce qu'il jouait le rôle au premier degré. Il n'y avait pas cette espèce de clin d'œil aux spectateurs pour les faire rire, qui me dérange un peu, je trouve, dans la version scénique. En revanche, Mary Hopper, qu'on vient de citer, est effectivement toujours absolument remarquable dans le rôle de Peau d'âne, donc. Extrêmement souriante, extrêmement entraînante. Enfin, le moment du cake d'amour est vraiment un très beau moment pour tout le monde. Moi, c'était au niveau des ensembles où j'avais été assez déçue, parce que les 2 fois que j'ai vu le spectacle, ils m'ont semblé un peu limite, enfin que c'était assez inégal. On avait remarqué, je crois, ensemble, Anna, que le jeune homme qui fait à la fin le charlatan là, qui distribue de la potion, lui, il chante vraiment très bien. Ouais. Mais qu'il y en a un peu... Enfin, on veut pas bitcher, mais quand même, on a remarqué qu'il y en avait certains qui étaient un peu en dessous. Et c'était un peu dommage parce que je trouve que c'est vraiment les 2 moments un peu dansés qui auraient pu être particulièrement sympas. Mais pour moi, je les ai trouvés à la fois peut-être pas assez longs et pas assez spectaculaires, et avec cet ensemble inégal, disons, je suis un peu restée sur ma faim. Alors que c'est vraiment 2 moments comiques en plus que j'attendais avec impatience. Bon, du coup, j'ai été un petit peu déçue. Et enfin, pour terminer sur les comédiens, on a Claire Chazal, quand même, il faut le noter. Que je n'avais pas reconnue la première fois, moi. Pourtant, c'est elle dans le rôle de la narratrice, donc elle apparaît au début et à la fin. C'est pas la meilleure idée du monde, j'ai envie de dire. Un ajout un peu people qui fait vraiment gadget. Et en plus, la pauvre Claire Chazal, j'ai rien contre elle, mais elle récite un peu le texte en bien que mal. Enfin, on voit que c'est pas son boulot, quoi. Ouais, elle avait l'air pas mal stressée. Ouais, sans doute, ouais. Mais quand même, je trouve que la pièce marche bien quand même dans l'ensemble, elle est très réussie. La musique de Michel Legrand est très bien mise en valeur, je trouve les orchestrations très belles. Et c'est là qu'on voit, on a déjà un peu dit, que la recette du cake d'amour, c'est clairement le tube de Peau d'âne. D'ailleurs, à la fin, lors des rappels, l'ensemble reprend cette chanson tous ensemble, avec les gens qui tapent dans les mains, etc., au moment des saluts. Oui, vraiment en mode sing-along, hein, parce que tout le monde chante avec, oui, comme c'est une chanson connue. Et moi, j'ai trouvé, c'est peut-être un peu absurde, mais qu'il y avait quelque chose de particulièrement plaisant au fait qu'elle fabrique vraiment quelque chose sur scène.
Enfin, qu'elle soit vraiment en train de casser des œufs, quel gâchis, hein. Tous les soirs. Bon, même si, je pense, hein, on peut sans spoiler dire que c'est sans doute pas le même gâteau qui ressort du four que celui qui rentre, et même si on sait dorénavant que la recette est une bonne recette et qu'elle peut tout à fait être faite à la maison. Laisser cuire 1 heure, et là, bon, il faut faire une ellipse, hein, donc forcément. Et moi, ce qui m'a marqué, que c'est le premier numéro du spectacle où les gens ont applaudi. Enfin, vraiment en mode showstopper. Bon, déjà, la chanson est magnifique, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté... c'est une performance qui ne ment pas. Tu sais, c'est souvent ce qu'on dit aussi à des performances de danse qui, par exemple, ne peuvent pas être feintes par des acteurs. Là, elle fait vraiment un gâteau et je pense qu'il y a quelque chose de satisfaisant dans ça en soi. Ouais. Et c'est même le premier numéro qui donnait l'autorisation d'applaudir, parce qu'après, le public a applaudi à plusieurs reprises alors qu'il n'est pas applaudi du tout. D'accord. Autre moment que j'ai vraiment bien aimé, c'est la scène du duo amoureux, donc le fameux rêve secret d'un prince et d'une princesse, où en fait les 2 comédiens s'envolent dans les airs. Alors il y a des gens qui ont ri, moi ça m'a un peu chagriné, j'ai trouvé que c'était... Enfin, ça m'a paru moqueur, mais je crois que Fanny tu l'as pas interprété comme ça, donc... Ouais, moi je l'avais pas interprété comme ça la première fois, et là du coup j'ai bien écouté. Il y a eu peu de rire, peut-être un tout petit peu toujours, forcément, mais vraiment très léger. J'ai pas senti l'esclafade générale en mode c'est absolument ridicule. Je me dis peut-être, quelques-uns se disent, c'est un peu trop, mais peut-être ça fait partie du plaisir de reconnaître que c'est un peu trop. Enfin, ça m'a semblé, je me suis dit sur le moment, c'est très français ça, de rire à ce genre de truc. Oui. Parce que c'est comme si on riait quand dans Wicked, elle s'envole. Oui, c'est vrai qu'à Wicked, ça viendra à l'esprit de personne de rire. Hein. Ben oui, exactement. Ça m'a posé question. Alors, tu voulais nous parler de la question des effets spéciaux, Fanny. Oui, moi, c'est quelque chose qui m'intriguait parce que c'est quand même un film où il y a de nombreux effets spéciaux, que c'est, par définition, c'est une vraie gageure. Qu'est-ce qu'on fait des effets spéciaux lorsqu'on monte une pièce de théâtre ? Et ça m'étonnait d'autant plus que je trouvais que dans le film, c'est vraiment des effets spéciaux qui se donnent à voir. Au sens où c'est pas des effets spéciaux qui se cachent et font juste en tort de montrer un élément magique, mais c'est des effets spéciaux qui en soi se montrent comme magiques. Je pense particulièrement au changement de robe de la Fée des Lilas. On nous montre que c'est un effet spécial et on aime cette séquence parce que c'est un effet spécial. Donc là, au théâtre, ça se fait à la faveur d'un changement de costume derrière un miroir, mais d'ailleurs un changement de costume qui n'est pas particulièrement spectacularisé. Je pense à d'autres changements de costume. Si vous avez eu l'occasion de voir, par exemple, le moment de Libérer, délivrer de la version scénique de Frozen, il y a vraiment une spectacularisation du moment où Elsa trouve sa robe de glace. Ici, c'est un peu rendu plus anodin. De la même façon, les apparitions des meubles quand Podane emménage dans sa cabane. Ici, on voit clairement que c'est des voiles qui recouvrent des meubles et donc des voiles qui sont tirées. Où on a parfois l'ajout d'effets spéciaux mécaniques, la séquence qu'on évoquait tout à l'heure de roulade dans les prés, et ici, donc comme tu le disais Anna, aérienne, et donc on a un ajout d'un effet spécial, et pour le coup très spectaculaire, sur scène, effet spécial qu'on n'avait pas dans le film. Eh bien, on vous remercie d'avoir écouté cet épisode sur Podane, on espère que ça vous a plu. Je voulais remercier mon ami Alexandre qui écrit actuellement une thèse sur Delphine Seyrig. Bon courage Alexandre, et qui m'a fourni plein d'informations, non seulement sur Delphine Seyrig, mais aussi sur le livre de Anne Dugan et les interprétations queer de Jacques Demy. Merci beaucoup. Alors, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à lui mettre une excellente note sur iTunes. C'est très important pour nous. Donc, n'hésitez pas à le noter sur iTunes et toutes les autres plateformes, à le partager, évidemment à commenter si vous êtes en accord, voire en désaccord avec nous sur certains points. On tolérera, peut-être. On remercie nos partenaires, l'écran pop et Tony Comedy. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt.